Éric Lucot est enseignant-chercheur en pédologie au laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté et il va nous parler évidemment pour l'agriculture d'un élément fondamental qui sont les sols. Les sols en Franche-Comté. Alors d'abord, Éric Lucot, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Est-ce qu'un sol, c'est pas tout simplement ce qu'on a sous les pieds? En fait, c'est très simple, un sol, non? Oui, en fait, tout à fait, très très simple. D'abord, merci de me donner l'occasion de préciser ce qu'est un sol, de ne pas avoir oublié l'importance des sols. Alors, j'ai préparé quelques illustrations pour vous parler de manière plus concrète des sols. On ne peut pas les voir, ils vont venir à nous. Le sol, c'est ce qu'on appelle aussi la terre arable, hein, ce qu'il y a sous nos pieds, effectivement, au niveau des racines. Alors, c'est un mélange euh, de matières minérales, d'organismes, de matières organiques, hein, d'air et d'eau. Dans la région, on a des contextes géologiques très diversifiés, des contextes climatiques aussi très diversifiés, ce qui fait qu'on a une gamme très étendue de sols qui sont à l'origine de nos terroirs, hein, et de nos productions agricoles. Alors, les sols de Franche-Comté, pour rester local, globalement, ce sont des sols qui sont en bon état. Euh, on a néanmoins une différence assez importante en fonction de l'endroit où on se trouve et notamment en fonction de l'altitude, hein, une différence de caractéristiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de problème, hein, qu'ils ne sont pas soumis à des contraintes, notamment parce que l'on a localement des pressions liées à l'artificialisation. Ça, c'est dans les zones périurbaines. On a des problèmes qui sont liés aussi au phénomène d'érosion. Donc, érosion qui est due à des combinaisons de situations de pente, de pluie forte et puis de sols qui ne sont pas protégés par la végétation. Donc ça, c'est notamment le cas des sols de culture. L'eau qui ruisselle entraîne des particules jusqu'en bas de pente, et en bas de pente, il peut y avoir alors, à nouveau accumulation de ces particules, mais aussi perte complète pour la parcelle, et les particules de sol se retrouvent dans les cours d'eau. Parmi les autres, disons, problèmes, contraintes auxquelles sont soumises nos sols, c'est la présence de produits indésirables, hein, notamment bien sûr les problèmes d'accumulation de pesticides ou résidus de pesticides. Alors ça, on n'a pas de données vraiment précises à l'échelle de la région. On sait qu'il y en a, on sait qu'il y a des endroits où il y en a des quantités relativement importantes, notamment en basse altitude dans les systèmes de culture. Et troisième caractéristique importante à prendre en compte au niveau des sols et qui peut localement, disons, expliquer un certain nombre de problèmes ou de dysfonctionnements, c'est le manque de matière organique. Alors au niveau de la région, on a une situation qui est très hétérogène entre ce que l'on a en basse altitude et ce que l'on a, disons, sur les plateaux du massif du Jura ou, dans une moindre mesure, dans les contreforts vosgiens. Quand on est en altitude, on a des sols avec beaucoup de matière organique, et ça, c'est préservé par l'utilisation essentiellement en prairie. À basse altitude, on a des sols où on a facilement 2 à 3 fois moins de matière organique. Là, je parle des sols agricoles. Et on arrive à des situations où le sol manque de cette matière organique, puisque cette matière organique a des rôles importants pour les réservoirs en eau, en nutriments, et puis elle sert aussi d'alimentation pour les organismes. Et donc, ces organismes, cette activité biologique, là aussi, localement, généralement dans les sols de grande culture, présentent des faunes, une moindre activité biologique, ce qui peut poser des problèmes pour le fonctionnement du sol, pour l'alimentation des plantes, hein, des cultures, et globalement pour le rôle vis-à-vis de l'écosystème. Tout étant lié, hein, matière organique, produits indésirables, activité biologique, phénomène d'érosion. Donc tout cet ensemble-là doit être vu euh,
dans sa globalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces problèmes lorsqu'ils se présentent? Ben, il y a des solutions, agronomiques, pas trop travailler le sol, avoir suffisamment de couverts par la végétation, enfin, restreindre les produits indésirables. Et ça fait l'objet de tout un ensemble d'évolutions, de prise de conscience, hein, au niveau des professionnels, au niveau des collectivités aussi, par rapport au problème de l'artificialisation. On a tout un ensemble de programmes qui sont en cours. Alors, on peut regretter leur mise en place qui n'est pas toujours suffisamment rapide par rapport aux problèmes, mais on parle de programmes 4 pour 1000, hein, pour augmenter la teneur en carbone et en matière organique des sols. Donc, on a un double effet là, hein, un effet vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique et un effet améliorant pour le fonctionnement du sol. On a tout ce qui tourne autour de l'agroécologie, qui va aussi dans le sens de mieux prendre en compte les sols, mieux les préserver pour une utilisation durable. Et on a ces programmes-là qui se font à toutes les échelles, tous les niveaux, à la fois au niveau national et international, au niveau des structures de recherche, mais aussi en local, hein, chez les professionnels, les agriculteurs, maraîchers, etc., où on a souvent des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de tester des choses. Et il y a des essais très intéressants qui se font jusqu'à ce niveau très, très local. Très bien. Merci Pour ce petit beaucoup, tour monsieur. d'horizon. Et désolé pour les problèmes techniques. Non, mais ça arrive malheureusement. Puis sur 7 heures, ça va arriver encore, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très éclairant. Et précisément, on va passer à une proposition très concrète en matière d'agriculture, puisque Gaëtan Janin, bonjour. Eh bien, il faut enlever le micro, il faut qu'on vous voit. Voilà, parfait. Bonjour. Bonjour. Gaëtan, tu es maraîcher en agriculture biologique installé à Besançon, Chalzeul, membre de l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, une AMAP, qui s'appelle La Cagette du Coin. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est que ça, une AMAP? Oui, une AMAP, c'est donc nous, notre AMAP s'appelle La Cagette du Coin, tu l'as dit. Elle a été créée l'année dernière au moment où moi je me suis installé en maraîchage. Et donc de manière très simple, une AMAP, c'est une association qui met en relation des producteurs et des consommateurs, donc des producteurs de toutes productions différentes. Hein. Dans notre AMAP, il y a nous en maraîchage, parce que moi, je suis installé avec Louis, un copain, on est deux. Il y a des œufs, il y a du pain, de terre de pain, il y a de la bière, il y aura vocation probablement à avoir d'autres produits à terme. Et donc, cette mise en relation, en fait, elle permet aux producteurs d'avoir une garantie d'écouler sa production et une garantie de revenus, puisque c'est basé sur un engagement de la part des consommateurs, donc ils s'engagent à acheter la production sur une période définie à l'avance, et en retour, le producteur s'engage à fournir de manière hebdomadaire, en l'occurrence, les produits. Ouais. Et en quoi est-ce que pour toi, te lancer dans le système des AMAP, ça représentait une alternative, peut-être à un système plus conventionnel, où on passe par des intermédiaires, par exemple déjà, les supermarchés, etc., etc. Oui, l'alternative, elle est assez simple. En fait, on est en relation directement avec les consommateurs, qui sont la plupart du temps des gens qu'on connaît assez bien. Et par ce biais-là, en fait, c'est très simple d'évoquer des thématiques très importantes pour nous, qui sont celles, par exemple, de la rémunération du travail paysan. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus au sein de notre AMAP, donc sur cette question-là, et avec l'objectif en fait qu'il y ait un accès pour le plus grand nombre à une alimentation de qualité. Alors ça, c'est un grand message. Nous, à notre échelle, on essaye de parvenir à cet objectif-là, notamment par la mise en place d'une tarification progressive, donc à l'image de ce qui se fait au Pixel notamment, on a un peu copié sur eux. C'est-à-dire que, par exemple, nous, pour nos paniers de légumes, il y a 3 prix possibles. Il y a un prix de base qui est fixé par nous, les maraîchers, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler le prix juste, hein, qui permet donc la rémunération des producteurs. Il y a un prix solidaire qui est un prix du coup un peu moins cher et un tarif soutien qui est un prix un peu plus cher. Chaque adhérent ayant bien sûr la liberté de choisir entre ces 3 prix-là. Donc c'est censé répondre à cet objectif
rendre accessible au plus grand nombre. Et en faisant ce système-là, en fait, on s'aperçoit qu'on a finalement une forme de surreprésentation des tarifs soutien. Donc, c'est avec vraiment, on voit une volonté pour les consommateurs de soutenir les producteurs assez directement. Mais est-ce que ça veut dire, s'il y a une surreprésentation des tarifs soutien, que c'est difficile d'aller chercher des consommateurs qui précisément ont des petites bourses, mais qui du coup ont du mal à faire le pas de se lancer dans ce type de fonctionnement? Oui, je ne sais pas quelle crainte. c'est peut-être la limite qu'on pourrait observer actuellement. En fait, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on distribue au centre-ville pour le moment. Donc, on n'est peut-être pas non plus dans une zone géographique à même de toucher les gens les plus modestes d'une certaine manière. Donc ça, c'est peut-être un travail à faire à terme, à aller en fait à la rencontre d'une autre population aussi, quoi. Voilà, mais en tout cas, il y a cet objectif-là qui est partiellement atteint, mais ça permet surtout, ça permet aussi, donc pour les producteurs, de mettre sur la table la question de la rémunération du travail paysan et en fait de dire, ben voilà, pour vivre, nous, on a besoin de tel prix, de fixer tel prix, tel prix, tel prix. Et on l'a d'autant plus fait cet hiver avec la MAP, où pour la deuxième année qui vient de démarrer pour nous, en fait, on a fixé nos prix en fonction de ce qu'on a besoin pour se payer et non en fonction des prix du marché, d'une certaine manière. Parce que les prix du marché en agriculture, ben, en fait, paradoxalement, ils maintiennent les producteurs dans une forme de précarité. Donc nous, en raisonnant comme ça a fait augmenter assez sensiblement nos prix, mais ça a été en fait accepté et soutenu par le collectif de la MAP. Donc tout ça pour dire que la MAP, c'est une alternative aussi dans le sens où c'est un espace de réflexion politique en fait sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Ouais, justement, pour terminer, est-ce que il y a des obstacles aujourd'hui que tu rencontres et sur lesquels tu aurais des idées pour les lever ou des combats qu'il faudrait mener parce que c'est ce qui empêche aux AMAP de se développer davantage ou de prendre plus d'extension? Est-ce que… Peut-être. Alors, en fait, il faut tout simplement qu'il y ait plus de paysans. C'est le levier incontournable. En fait, depuis 50 ans, on a une baisse régulière et très forte du nombre de paysans. Et du coup, ça limite aussi le développement de cette production de qualité et donc de cette consommation derrière. Et en fait, cette augmentation du nombre de paysans, elle est absolument nécessaire dans une logique de rupture totale avec le modèle agricole actuel. Et donc, pour rompre avec ce système agricole, il faut augmenter le nombre de paysans, mais pour augmenter le nombre de paysans, il faut les rémunérer, tout simplement, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver le programme du Pixel complet heure par heure sur notre site internet et sur notre page Facebook. Tout de suite, je vais donner la parole. Je vais donner la parole à Quentin Pardonnet. Bonjour, Quentin. C'est bon, tu m'entends? Salut, Quentin. Quentin, en fait, tu es président de l'association Village Taragno à l'origine de la création du marché bio de producteurs locaux de Taragno qui existe depuis 2013. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce marché après avoir parlé des sols qui produisent notre alimentation, des AMAP qui permettent de les fournir aux consommateurs et toi, ça arrive sur ton marché. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Donc ce marché, il a plusieurs spécificités par rapport aux autres marchés de la ville de Besançon. D'abord, c'est un marché exclusivement bio certifié ou de producteurs en conversion pour soutenir aussi les producteurs qui font la démarche de passer en bio, mais qui étaient en conventionnel auparavant. C'est un marché uniquement de producteurs, donc à nouveau on est comme dans la même logique que celle de la MAP sur l'aspect de circuit court et d'un marché donc sans intermédiaire, et ce qui permet à la fois d'assurer des meilleurs revenus aux producteurs et à la fois d'assurer, de faire en sorte que les produits soient vendus moins cher que dans les circuits où il y a plus d'intermédiaires. Et voilà, ce qui rend aussi l'alimentation bio un peu plus accessible. Et
En autre spécificité, c'est aussi un marché associatif. Ce n'est pas un marché privé et ce n'est pas un marché non plus porté directement par la ville et donc porté par l'association Village Taragno qui s'occupe de plusieurs choses et notamment qui s'occupe qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc c'est un marché non libéral, c'est peut-être une de ces autres spécificités. Et on a en tout cas à cœur au niveau de l'asso de s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence, dans le sens où la concurrence souvent fait baisser les prix pour les producteurs et nous on souhaite que chacun se tire une rémunération décente de son activité sur le marché. Et donc à chaque… Excuse-moi Quentin, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il n'y a pas deux boulangers, deux, etc. C'est ça? Disons que, en tout cas, à chaque fois qu'il y a plusieurs exposants, plusieurs producteurs qui sont sur une activité qui serait concurrentielle, on s'assure avec les personnes qui sont actuellement sur le marché, est-ce qu'il y a de la place économique pour qu'un nouveau producteur qui soit sur ce même domaine, par exemple la boulangerie, par exemple la vente de plats préparés ou par exemple les fromages, est-ce qu'il y a de la place pour une autre personne? Et dans le sens où le but n'est pas qu'il y ait un marché qui soit le plus large possible et qui soit le paradis du consommateur avec des produits très peu chers, mais un marché qui permette aux producteurs de vendre au mieux leur production. Et par curiosité, est-ce que ça a été compliqué de mettre en place ce marché avec la mairie? Vous avez pu vous installer comme ça, vous avez décidé de le faire, vous l'avez fait et boum, c'était OK, il y avait de l'espace pour un marché? Alors, ça a été assez, enfin, ça demandait une somme de travail assez conséquente, notamment pour trouver les producteurs. 200 lettres ont été rédigées en direction de beaucoup de producteurs et il n'y a eu aucune réponse. Enfin, si, il y a eu une réponse d'un producteur qui disait que c'était une très mauvaise idée de faire un marché bio sur Besançon. Donc voilà, ça c'était un peu la naissance, les prémices du marché. Et donc après une quête un peu laborieuse de producteurs et ça c'est voilà, on a réussi à trouver petit à petit des gens intéressés pour venir déballer leur production place du Jura. Et au niveau du support de la mairie, puisque à la fois c'est un marché associatif, mais on a besoin de la mairie, notamment pour sa police municipale qui peut nous enlever les voitures quand le parking de la place du Jura n'est pas disponible. Enfin, on a malgré tout besoin de la mairie. Et les relations sont pas toujours toutes simples, c'est fluctuant. Il y a parfois il y a parfois quelques conflits sur, je pense, la vision de la ville. Parce que c'est aussi un marché, c'est aussi un élément d'animation, de vie, qui défend aussi une conception de la ville comme une ville vivante. Et qui dit une ville vivante dit aussi une ville spontanée. En tout cas, c'est ce que l'Asso Village Taragno, c'est quand même avant tout une association de quartier qui défend une vie de quartier. Et je crois que sur cette question de la nécessaire spontanéité de ce qui peut se passer sur un marché, on n'est pas toujours d'accord avec la mairie sur ces questions-là. Et peut-être une chose aussi sur le marché donc de la place du Jura. Ce marché bio, c'est un marché qui a vocation aussi d'être un support d'animation. Et donc, il y a un stand du marché qui est toujours réservé pour des associations qui voudraient venir présenter leur activité ou animer quelque chose sur le marché. Et en lien avec l'objet social de l'asso. Mais comme l'objet social est très large, ça permet en tout cas à toutes les assos qui voudraient y animer quelque chose autour des questions à la fois d'agriculture, à la fois d'écologie, de venir y présenter leur activité. Donc voilà, ça j'en profite pour faire un appel à toutes ces associations qui souhaiteraient venir présenter leur activité sur le marché. Excellente initiative. Merci beaucoup Quentin. Marjorie Delonge, bonjour. Bonjour. Tu es boulangère et membre associé de la SCOP Terre de Pain, basée à La Chapelle-sur-Furieuse, qui propose des pains artisanaux élaborés à partir de levain naturel et de farine bio. C'est bien ça?
C'est ça. Tout un programme. Est-ce qu'on t'écoute? Alors, je présente rapidement. Donc, Terre de Pain, ouais, ça existe depuis 8 ans maintenant. Donc, ouais, c'est une entreprise qui travaille avec des farines paysannes. Donc, en fait, on prend les farines chez des paysans meuniers, donc des personnes qui cultivent et qui font leur propre farine. Voilà, on élabore ça de manière artisanale uniquement au levain. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et on cuit dans un four qui fonctionne au bois. Donc, l'entreprise, elle a pas mal évolué depuis 8 ans. J'ai démarré seule et maintenant, on est 5. En fait, on est 5 personnes à travailler et on est 5 temps partiels. Donc, au départ, c'était une entreprise ordinaire. Alors, on est tous boulangers. On n'est pas paysans boulangers, on est boulangers. Donc, on n'a pas le statut agricole, on est artisan. Au départ, c'était une entreprise tout à fait ordinaire. J'étais gérante et puis avec le développement et puis la progression, il y a des personnes qui sont arrivées. Et on est désormais 5. Et on a décidé en 2 temps de transformer cette entreprise parce qu'on avait un fonctionnement qui était quand même pas le même. Enfin, j'étais gérante, mais quand même, on était sur un fonctionnement assez horizontal depuis toujours. Donc, à un moment donné, on a décidé de transformer cette entreprise en une SCOP. Donc, en fait, une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. Et l'idée essentielle de cette transformation, c'est que chacun puisse vraiment… une personne, c'est une voix dans une SCOP. Donc, voilà, on est plusieurs, on décide ensemble, on décide par vote. Mais contrairement à des entreprises ordinaires où le pouvoir de vote correspond à l'argent qu'on a mis dans l'entreprise, là, en fait, il ne s'agit pas de ça. Quoi qu'on ait investi dans le capital, on a un droit de vote égal pour tout le monde. Donc, ça semblait quand même important pour chacun qu'on puisse être égaux à ce niveau-là, si on veut pouvoir gérer un fonctionnement, une activité de manière horizontale. Ça nous semblait un petit peu l'essentiel. Ensuite, ce qui nous paraissait important dans ce choix, c'est que l'outil de travail appartient à ses salariés, c'est-à-dire qu'en fait, chacun travaille avec un outil dans lequel il a investi quelque chose. Donc, ça change quand même quelque chose dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on est réellement investi dans l'outil, quoi. C'est une petite différence. Ensuite, il nous semblait que cet outil-là, il était plus facilitateur pour rendre pérenne dans l'entreprise. C'est-à-dire que dans une SCOP, il n'y a pas de… en fait, on ne crée pas une SCOP pour gagner de l'argent. On ne va pas faire ça pour ça parce qu'en fait, on ne peut pas, si vous voulez… il n'y a pas de valeur ajoutée dans ce genre d'entreprise. On peut exploser, on peut faire un x10 en chiffre d'affaires. On va toujours repartir avec la même somme. On a mis 3 000 €, on va repartir avec 3 000 €. Donc, on ne va pas se faire de l'argent dans une SCOP. Ça, ce n'est pas possible. Et en fait, il nous semble que ça élimine toute une partie d'argent, de gains dans les décisions ou dans les orientations de décision qu'on peut avoir dans la gestion des choses. C'est-à-dire que là, on se concentre essentiellement sur le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que prendre des décisions pour augmenter un peu le chiffre d'affaires parce qu'on décide qu'on va partir dans 2 ans et que ce serait bien qu'on s'en aille avec un peu plus d'argent, là, il n'y a pas ce genre de réflexion possible. C'est dans les statuts de l'entreprise, ça, cette limite, ou c'est une limite vertueuse de votre part? Non, c'est la SCOP. Toute personne qui va créer une SCOP, en fait, c'est le principe. Voilà. Il n'y a pas de valeur ajoutée possible dans une SCOP. On partira avec la même somme qu'on a investie à la base. Donc, ce qui fait que c'est vraiment le travail qui est rémunéré. Alors après, on peut choisir, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas, ce n'est pas le capital, on ne va pas faire grossir l'entreprise pour gagner de l'argent. Non, on va peut-être, si on veut améliorer nos conditions de salaire, ça va se porter sur l'indice horaire, c'est-à-dire que c'est notre travail qu'on va rémunérer davantage. Voilà, ce n'est pas l'entreprise qu'on va faire grossir. Et je pense qu'il y a quand même une petite différence dans la manière de gérer les choses. Je crois que… Et puis aussi, pour certains dans l'entreprise, qui est justement cette notion de ne
de ne pas gagner d'argent par le biais de l'entreprise, semblait important de pouvoir bénéficier d'aide. La SCOP, en fait, c'est un statut qui permet de bénéficier, quand on se monte en SCOP, de bénéficier de subventions, d'aide au rachat de parts ou d'aide à l'investissement de la part de la fédération des SCOP. Voilà, donc ça nous a permis, ça a permis aux collègues, en tout cas, avec lesquels je suis associée aujourd'hui, de pouvoir investir dans l'entreprise. Ça a été pour nous un tremplin. D'ailleurs, ça s'appelle Tremplin Scope. Mais c'est pas du tout voulu. En tout cas, ça a bien aidé à l'aboutissement du projet. Et qui nous a pris j'espère que ce sera un facteur d'encouragement pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant, quoi. C'est sûr. C'est intéressant, hein, ça se fait pas en 2 jours, mais justement, ça génère des réflexions sur le travail, sur la notion d'équipe, sur tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes à étudier, quoi. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent actuellement que nous sommes en direct, hein, virtuellement, faute de mieux, c'est vrai, mais pour inventer ce qu'on a appelé le premier jour d'après, et jusqu'à 21h30. Et c'est maintenant le moment de passer la parole à Marie Voland. Marie Voland, bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour Marie. Donc tu es jurassienne, tu as réalisé un mémoire sur l'alimentation locale dans les restaurations collectives comme levier pour les collectivités. Tu es originaire de Champagnole, tu as fait ton BTS à Montmoreau et tu es actuellement en service civique sur les projets alimentaires territoriaux dans une communauté de communes de l'Estuaire, la Gironde, diplômée d'un master en gestion territoriale et du développement durable. Voilà, j'ai la totalité du CV, là je suis bon, on est à peu près dans les clous. Et en fait, justement, donc, tu vas nous parler de restauration donc des cantines scolaires, pardon. Et donc, eh bien, écoute, je te laisse la parole. C'est vrai que c'est un truc hyper important, la cantine scolaire, parce qu'il y a tellement de monde qui y mange et des enfants, a priori, donc il y a un facteur d'éducation populaire là en termes d'alimentation. Et on s'étonne toujours de savoir pourquoi il n'y a pas plus de produits locaux dans les cantines scolaires. Explique-nous tout ça. Alors, merci d'abord de m'avoir invité donc, à ce festival. Alors oui, l'approvisionnement, la cantine scolaire, c'est vrai que c'est un premier levier qui peut être actionné par les collectivités. Il me semblait peut-être important de revenir sur les autres leviers. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude on fait souvent le lien entre consommateurs et producteurs. Mais on a également les collectivités territoriales qui peuvent être aussi un intermédiaire dans cette mise en relation et qui peuvent agir de différentes manières. On a toute une série de leviers que la collectivité peut actionner, avec notamment un moyen d'agir sur tout ce qui va être foncier agricole, comment rendre accessible des terres pour la production. On a également des leviers sur tout ce qui va être financement, l'aspect donc accompagner économiquement les porteurs de projets agricoles. Et enfin, donc, comme je vais évoquer donc, tout de suite, donc l'approvisionnement local, donc la restauration collective, qui est un des leviers qui est le plus facile à actionner pour une collectivité qui détient notamment les compétences, au travers de ses compétences enfance-jeunesse. Donc, ce premier levier, on a énormément d'initiatives qui se mettent en place en France, qui sont des initiatives qui existent depuis certaines pas mal de temps. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la ville de Lons-le-Saunier, qui a mis en place des actions pour améliorer l'alimentation dans sa cantine, donc au niveau de l'approvisionnement, son approvisionnement en produits locaux et de qualité. Et on a également donc, des nouvelles lois, et notamment la loi Egalim en 2018, qui vient mettre en place des décrets pour favoriser cet approvisionnement. On a par exemple un décret qui a été mis en place l'année dernière, qui demande donc aux restaurations collectives de s'approvisionner à 50% en produits de qualité, et parmi ces 50% de produits de qualité, 20% en bio d'ici 2022. Donc, suite à ces réglementations, on a des collectivités donc, qui s'organisent pour répondre à ces exigences et des collectivités qui n'ont pas attendu les lois et qui ont mis en place déjà ce processus. On a
Je pense que l'idée, c'est de penser la collectivité, la restauration collective comme dans une démarche, on va dire, intégrée de développement durable pour pouvoir mettre en place cet approvisionnement. Car l'approvisionnement local fait face à plusieurs contraintes. On a notamment des freins qui peuvent se mettre en place. Tout d'abord, peut-être des producteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des collectivités. La restauration scolaire n'est pas forcément un circuit de commercialisation qui est pensé ou privilégié. Et un certain nombre de craintes quant, par exemple, au volume à fournir pour les collectivités. Des craintes qui peuvent être aussi au niveau de la valorisation économique des produits, puisque les collectivités ont l'habitude de passer par des circuits des marchés, on va dire, nationaux, et qui ont l'habitude donc de négocier les prix et d'avoir des prix qui peuvent être donc inférieurs finalement au prix réel que le producteur, enfin le prix juste pour le producteur. Au niveau de la collectivité, on a aussi pas mal de freins, voilà, des petites difficultés, puisque les restaurations doivent appliquer des normes sanitaires qui peuvent être parfois un peu contraignantes pour les producteurs. La nécessité également de passer par des marchés publics au-delà d'un certain nombre de convives, et des craintes aussi quant au coût économique qu'induit l'achat des produits locaux et de qualité, avec voilà, des habitudes qui ne sont pas toujours, voilà, je veux dire, c'est pas habituel. Après, on constate qu'il y a quand même énormément de leviers pour justement pallier ces freins. On a donc, comme je le disais, donc, une restauration qui doit être pensée de manière intégrée dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire il s'agit de mettre en place, par exemple, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces actions de lutte vont permettre de réduire les coûts économiques des repas. Donc, ces actions peuvent se traduire, comme tu le disais, donc, par des actions d'éducation avec les enfants, éduquer les enfants au goût, leur faire goûter de nouvelles variétés de légumes, travailler également les produits, c'est-à-dire qu'il s'agit de former, par exemple, les cuisiniers à travailler le produit de manière à le rendre esthétique et à provoquer, susciter l'envie à l'enfant de le goûter, pour pouvoir donc améliorer donc son palais et qu'il puisse accéder à de nouvelles saveurs. On a tout ce qui va être aussi la formation des agents au travail des produits locaux, parce que la cuisine avec des produits locaux et de qualité n'induit pas les mêmes techniques, notamment en termes de cuisson. On va avoir des produits qui vont être beaucoup plus fragiles, qu'il va falloir voilà, faire attention en termes de cuisson, de préparation pour vraiment garder la qualité gustative. Donc voilà, cet aspect formation est très intéressante et importante. Et également aussi peut-être une dimension sur un levier qui pourrait permettre donc de favoriser cet approvisionnement, ça serait de travailler sur la rédaction des cahiers des charges dans le cadre des marchés publics des collectivités. Donc, comme je disais, à partir d'un certain seuil, les collectivités territoriales doivent passer par des marchés publics. D'un certain seuil, voilà, un certain nombre de convives, il doit passer par la rédaction des marchés. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner donc, les collectivités à favoriser dans leur cahier des charges le producteur local. Voilà, dans Ouais, l'ensemble. est-ce que c'est pas une stratégie, une manière de contourner la loi? C'est-à-dire, comme la loi oblige dans les appels d'offres à prendre le moins cher, parce que c'est le public qui paye, eh bien, en blindant le cahier des charges, on peut aller vers des gens qui sont plus chers, même qui sinon n'auraient jamais pu tenir la concurrence avec des grands distributeurs ou des choses comme ça. C'est ça, en fait. Oui, l'idée, c'est de… C'est malin. En fait, on a aussi un problème au niveau des… Enfin, comment dire, pas un problème, mais une contradiction, on va dire, puisque la loi Egalim incite à… donc, enfin, demande, non, c'est même pas incite, c'est exige que 50% des produits soient locaux, pas locaux, mais de qualité, dont du bio.
Et donc, ce n'est pas une obligation, mais il y a l'idée aussi derrière de travailler avec des producteurs locaux. Sauf que derrière, on a aussi des marchés publics qui ne sont pas adaptés à ça, parce qu'en fait, dans la rédaction d'un marché public, on n'a pas le droit de mentionner le fait qu'on veut un produit local. On n'a pas le droit de mentionner une indication géographique. Par exemple, on n'a pas le droit de dire « je veux de la viande qui provient de l'agglomération de Besançon », par exemple. On n'a pas le droit. Par contre, l'idée derrière, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent exister pour contourner justement on va dire, pour bidouiller un petit peu le fonctionnement. C'est de dire, donc je veux, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'AOP, par exemple la saucisse de Morteau. La saucisse de Morteau, on peut justement travailler, on peut, comment dire, demander le cahier des charges, pas forcément dire je veux de la saucisse de Morteau, mais plutôt prendre les critères de la saucisse, c'est-à-dire aller chercher les critères des cahiers des charges de la saucisse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si. Ok. Donc voilà, ça peut être une solution. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie. C'était très clair. Merci à tous nos intervenants. C'était parfaitement clair et je pense très instructif et utile. Je rends immédiatement l'antenne au studio. À vous.